Bienvenue à la Fête de l'Humanité avec un premier débat sur le capitalisme à l'épreuve du Covid. Une Fête de l'Humanité autrement, où on vient de me dire à l'instant qu'il n'y avait pas le bruit en fait de la fête, ce qui fait que le débat se déroulera un peu plus tranquillement. La crise du Covid, avec la crise sanitaire, les croissances mondiales plongent et l'activité, après avoir marqué un temps à l'arrêt, a du mal à repartir. La machine est grippée. Pour beaucoup d'économistes, la pandémie a mis en lumière les failles structurelles du modèle libéral, centré exclusivement sur la mise en concurrence des travailleurs, la rigueur budgétaire et l'épuisement des ressources. Un changement de modèle semble indispensable. Pourtant, si Emmanuel Macron avait un temps parlé du jour d'après, son Premier ministre a montré, au travers de la crise, de son plan de relance France Relance, le visage de son nouveau capitalisme et qui a un goût de déjà-vu. Si l'idée d'une société post-capitaliste s'intensifie dans la société, est-ce pour autant la chute d'un modèle ou une simple correction? Avec nous, nous avons je tiens à dire la bienvenue à nos trois économistes qui sont venus. Malheureusement, on a essayé d'avoir des économistes féminines, mais malheureusement, c'était assez difficile de les faire venir. Mais on est vraiment très heureux, en tout cas, de vous avoir parmi nous. Donc, je voulais souhaiter la bienvenue à Philippe Aghion. Vous êtes économiste, professeur au Collège de France. Vous avez également l'oreille du président de la République. Qui s'est inspiré de vos travaux pour bâtir son programme présidentiel. Du point de vue théorique, vous êtes un adepte de la croissance à la Schumpeter. Mathieu Plane. Vous êtes, vous, de votre côté, directeur adjoint du département Analyse et Prévision à l'OFCE. Vous avez été également conseiller économique d'Arnaud Montebourg. On vous dit plutôt keynésien. Frédéric Bocara, vous êtes économiste au CESE. Vous êtes aussi l'auteur d'un rapport sur le financement des entreprises, responsable de la commission économique du Parti communiste français. On ne va pas préciser que vous êtes marxiste, je pense que tout le monde ici conviendra. Comme Bocarien. Oui, vous êtes Bocarien. Et Bocarien. Alors j'ai envie de vous poser la question à tous les trois. En quoi cette crise est différente des autres et dans quel moment nous sommes aujourd'hui Est-ce que Philippe Aghion, je me lance, je vais dire des conneries et puis mes amis vont me corriger. Voilà. On reste dans le débat. Voilà. Donc, alors c'est vrai que d'un point de vue des économistes, ce qui est intéressant avec le Covid, c'est qu'il y a des modèles qu'on appelle épidémiologiques, par exemple. Les gens, Imperial College en Angleterre, ils ont fait des modèles, des prédictions. Mais c'était des modèles où il n'y avait pas les comportements économiques et les interactions. Et on se rend compte que quand on les prend en compte, les choses sont très différentes. Donc d'un point de vue même de recherche en économie, c'est très intéressant de vouloir introduire les comportements et les interactions économiques dans des modèles épidémiologiques. Donc il y a eu une série de papiers qui sont sortis depuis 5-6 mois. Je vais essayer d'en parler un peu au collège dans mon cours cette année, je ne suis pas du tout depuis pour mon cours. Oui, c'est essayer de parler de ces papiers-là. Donc ça, c'est intéressant comme sujet, parce qu'évidemment, vous voulez vous poser la question, si par exemple il y a une deuxième vague, jusqu'où je dois reconfiner, déconfiner, Pour pouvoir faire ça, il faut avoir ces modèles qui ont à la fois l'épidémiologie et les comportements. Et selon que les gens réagissent. Parce que dans les modèles des gens d'Imperial College, il n'y a pas les gens qui décident de mettre des masques, qui décident de mettre une distance sociale, qui décident d'avoir des comportements sociaux, etc. Tout ça, c'est out. Donc c'est quand même très intéressant, même pour quelqu'un marxiste, de dire voilà, je prends un modèle épidémiologique, je mets les comportements et tout d'un coup, ça change tout. Voilà. Donc ça, c'est intéressant en soi. Maintenant, il y a autre chose, je crois, c'est que le Covid est un révélateur de problèmes que différents pays capitalistes avaient avant. D'accord? Alors, je vais dire plein de conneries, puis comme ça... Alors, premièrement, évidemment, je ne peux pas montrer des slides, c'est le modèle américain qui est désastre absolu du point de vue social. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dès que vous perdez l'emploi, vous avez beaucoup plus de chances de tomber en pauvreté et de perdre l'assurance santé. Et donc, on voit que finalement, le nombre de gens, avec le Covid, le nombre de gens sans assurance santé et qui sont tombés au-dessus de pauvreté a grimpé comme ça, quoi. Alors que dans nos pays, quand même, c'est moins le cas. Voilà. On a quand même, par rapport aux États-Unis,
Donc il y a toujours pire que le pire. Hein. On peut faire beaucoup mieux chez nous, mais ça c'est les États-Unis et les pays européens. Là j'ai montré l'Allemagne, mais je pouvais montrer également la France et les pays de l'Europe continentale. Nous quand même on arrive à assurer, tout le monde a la couverture santé, le risque de pauvreté a beaucoup moins augmenté qu'aux États-Unis. Donc c'est intéressant parce que déjà le modèle américain, on voit bien maintenant, voilà, on est en période pré-fasciste aux États-Unis. Donc vous voyez, on voit bien, voilà. Donc ça, c'est une première chose qui a été mise en évidence. La deuxième chose qui a été mise en évidence, c'est que je me suis demandé comment ça se fait qu'on n'ait pas de respirateur en France. Et ben c'est parce que on a regardé avec des copains, avec des gens du CEPI notamment, Sébastien Jean et d'autres, et on s'est rendu compte que c'est parce que la France avait tout délocalisé et désindustrialisé, alors que l'Allemagne avait conservé plus de maillons productifs de sa chaîne de valeur. Et nous, nos entreprises, elles ont délocalisé. À peu près au début des années 2000, tous les produits Covid, c'est-à-dire principes actifs, respirateurs, on était à peu près comme les Allemands. Et bien, eux, ils ont maintenu vachement la production. Et nous, on a tout délocalisé. Donc ça, Et on s'est rendu compte que c'est vrai pour pratiquement tous les secteurs. Et les seuls secteurs où on garde un lead en innovation, c'est nucléaire et aéronautique. Et dans plein d'autres trucs, pharmacie, on était très bon, on a perdu. Automobile, on était très bon, on a perdu. Donc là, il y a un gros problème. Et donc là, il faut réinventer la politique industrielle et reprendre le contrôle de nos chaînes de valeur. Alors ça, c'est une question qu'on va me poser. Je suis trop long là. Alors un troisième aspect qui est important, qui est relié au précédent, c'est l'innovation. Alors c'est vrai que sur l'innovation, l'Europe, la France, on sous-investit en recherche fondamentale. Je crois que j'essaye de faire passer l'idée qu'on ne peut pas faire d'innovation sans investir dans l'éducation supérieure et la recherche. Qu'il n'y aurait pas eu la Silicon Valley sans Stanford et la route 128 sans MIT Harvard, et que donc il faut investir. Et là, j'essaie de pousser pour ça avec d'autres. Et nous, et l'Europe, dans son ensemble, s'investit. Alors que les Américains, de ce point de vue-là, font mieux, parce qu'ils ont créé ce qu'on appelait des DARPA. C'est des Defense Advanced Research Project Agency. Malheureusement, fait pour la guerre froide, pas toujours pour des bonnes raisons, mais ils ont créé des outils de politique industrielle. Et on pourra en parler peut-être tout à l'heure. Et en matière biologique, c'est la BARDA. Et vous voyez, la BARDA achète plein de vaccins, ils sont hyper actifs. Et l'Europe, nous, on est très mauvais comparé à eux. Donc ils sont très mauvais sur le plan social, mais sur le plan d'innovation et de pousser pour l'innovation, ils sont mieux que l'Europe. Donc ça, c'est intéressant. Et voir qu'est-ce que nous, on pourrait faire. Parce que moi, je pense tout à fait qu'on peut réconcilier l'innovation avec une politique. On peut rendre la croissance inclusive et verte. Moi, mon modèle, c'est les pays scandinaves, vous le savez très bien. Je suis un grand adepte du modèle danois. Après, avec tous ces, bon, ils ont beaucoup de problèmes. Il faut retourner là. Hein. Oui, voilà. Alors, la Suède a fait des erreurs, donc on en parlera. Donc, je ne suis pas un adepte aveugle du modèle suédois, mais voilà. Mais alors le dernier truc, parce que je ne veux pas gasser trop longtemps, c'est que j'ai mes deux collègues Sam Bowles et Wendy Carlin qui ont écrit un papier très intéressant. Et ils ont montré qu'à l'occasion du Covid, en gros, ils disent, voilà, ce qui marche bien, c'est une articulation entre le marché et les entreprises d'un côté, l'État qui doit être présent, et la société civile. Et en France, le grand problème qu'on a, c'est qu'avec des interdictions trop fortes, on infantilise la population et on muselle la société civile. Or, c'est très important d'avoir les trois. Et par exemple, en Allemagne, il n'y avait jamais eu le confinement comme chez nous. Moi, j'avais Danny Cohn-Bendit, avec qui je parle pratiquement chaque semaine. Bon, ben, lui, il est en Allemagne. Et il dit, moi, je peux rester au parc. Et si on est un peu trop proche, on vient nous dire qu'il ne faut pas être trop proche. Mais personne ne nous a dit 1 kilomètre, 1 heure par jour. Il n'y avait pas un policier à chaque coin de rue comme chez nous, etc. Quoi, tu vois. Et nous, la logique, c'est que c'est la répression et du coup la triche. Quoi, parce que c'est comme à l'école. Si tu es un prof trop autoritaire, tu es forcé de tricher. Quoi. Et eux, ils n'ont pas cette mentalité, et dans les pays du Nord, ils n'ont pas cette mentalité. Et c'est plus généralement, le dialogue social, c'est pareil, c'est-à-dire que chez nous, le Premier ministre d'avant, peut-être que j'espère que ça ne sera pas pareil maintenant, disait moi je fais de la concertation, ça voulait dire vous êtes des connards, je vous donne 1 semaine pour réfléchir, et moi je ferai des ordonnances. Bon, voilà, ben, chez eux, ça ne marche pas comme ça, on fait du dialogue social. Voilà. Et là, il y a vraiment cette idée qu'il faut le secteur privé, les innovations viennent beaucoup des entreprises, il y a des publics privés d'ailleurs, il y a l'État qui est très important, qui doit investir, assurer, redistribuer. Et puis, il y a la société civile qui doit jouer son rôle. Et ce triangle-là, chez nous, il est déficient parce que chez nous, on ne fait pas confiance à la société civile, on ne fait pas confiance au dialogue social. Voilà. J'étais un peu long, mais voilà, ça peut démarrer. Sur les réponses justement apportées à cette crise et les leçons qu'on a pour l'instant. Peut-être, Mathieu Plane, vous voulez, vous, qualifier cette crise, en quoi est-elle différente ?
Non, bah oui, il faut essayer de répondre à la question. Moi, je vois vraiment des éléments importants dans cette crise. Enfin, pourquoi c'est une crise qui n'est pas comme les autres, et je vois 3 points. Hein. C'est l'origine de la crise. En fait, depuis la grippe espagnole, on n'a pas connu ça, hein, donc on n'a pas beaucoup de références. On est habitué aux crises financières, aux crises de dette souveraine, aux crises immobilières, vous avez tout un tas de choses, mais pas aux crises liées, surtout, on va dire depuis 100 ans, liées à une crise sanitaire. Il ne faut pas oublier que la crise économique est liée à la réponse à la crise sanitaire, hein. C'est-à-dire le fait de confiner les gens, qui ne puissent plus consommer, plus aller travailler. Donc ça, c'est le premier point, c'est son origine. Le deuxième point, commun à tous les pays, c'est l'intensité de la crise. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça dans les comptes nationaux depuis l'après-guerre, une telle chute. Juste pour donner un exemple, pour la France, en l'espace d'un semestre, on a perdu 19% de notre PIB. Pour vous rendre compte, c'est suite à la crise financière, faillite de Lehman Brothers, les 2 trimestres les plus difficiles, on avait perdu 3%. C'est-à-dire que c'est 6 fois plus fort en termes d'intensité. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Même s'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, vous êtes entre -8 et -25, c'est colossal. Donc forcément, les conséquences économiques, sociales ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que les États ont tenu, dans beaucoup de cas, les économies à bout de bras. Hein, mais pour le moment, on a vu plutôt la partie émergée de l'iceberg. C'est pour ça que la suite est un peu compliquée sur la question, on reviendra dessus, et notamment les questions de faillite potentielle, de licenciement, de prix garantis. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et dans beaucoup de pays, la question va se poser. Et le troisième point, et là, en tant que conjoncturiste et prévisionniste, je suis, on va dire, entre guillemets, dans le cœur du réacteur, c'est l'incertitude. C'est-à-dire l'incertitude dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que les politiques publiques essayent d'apporter une réponse un peu de sécurité, on va dire, économique, sociale ou sanitaire, mais malgré ça, les comportements sont extrêmement incertains. On ne sait pas aujourd'hui comment les ménages vont se comporter dans leur consommation. On sait qu'il y a de l'épargne qui s'est accumulée. Est-ce que cette épargne va se dégonfler ou est-ce qu'elle va devenir de l'épargne de précaution? Dans un cas, vous avez une vraie reprise si elle se dégonfle. Dans l'autre cas, une épargne de précaution, c'est terrible parce que ça veut dire qu'on aura un certain nombre de secteurs qui vont être touchés durablement. Et pareil pour les entreprises sur l'investissement. Donc pour le moment, les pouvoirs publics essayent de donner une réponse. Mais jusqu'à quand ils vont aller, jusqu'où ils vont aller dans cette relance? Et dernier point pour la France, et c'est pour là que on parlera du plan de relance, mais j'ai un point un peu d'inquiétude, on va dire, un peu plus que d'habitude, c'est que notre spécialisation sectorielle nous affecte particulièrement. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en général, la France est plutôt mieux protégée que les autres pays des chocs mondiaux. Pour une raison simple, c'est qu'on a un secteur de services qui est développé, qui marche plutôt bien. L'industrie, effectivement, on a un secteur un peu moins exposé au retournement, on a une épargne qui est assez abondante, ce qui fait qu'en général, on a des capacités de résilience et de résistance sont fortes. Sauf que là, la Covid nous touche en plein cœur sur notre économie. C'est-à-dire d'abord le tourisme, sachant qu'on a un excédent important lié au tourisme, hein, on le voit, et notamment un certain nombre de secteurs vivent de ça. Tous les secteurs de services liés à beaucoup d'interactions sociales, pour envoyer au modèle d'épidémio, et notamment tout ce qui est activité culturelle, de loisirs, sportive, où on a quand même une activité qui est développée. Et il se trouve que dans l'industrie, notre fleuron industriel, c'est l'aéronautique. On fait 30 milliards d'excédents. Donc là, on se dit effectivement quelle va être la réponse de court terme, mais aussi de moyen terme face à ce choc-là. C'est-à-dire, est-ce que ces secteurs-là vont pouvoir rebondir ou est-ce qu'il va falloir durablement les soutenir? Donc il y a des choix à faire qui vont être extrêmement délicats. C'est pour ça que, à la fois de la part des acteurs privés ou de l'État, on est face à quelque chose où le choc n'est pas que ponctuel, mais avoir des conséquences durables sur nos économies et les choix politiques. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une crise comme les autres. Alors Frédéric Boccara, est-ce que c'est une crise comme les autres? La réponse est forcément non, mais... Alors, je vais faire de la dialectique. C'est à la fois différent et similaire. En apparence, et vous restez sur les apparences, c'est la Covid qui cause la crise. C'est exogène, comme autrefois le pétrole en 1974, quand beaucoup plus de gens étaient à gauche. Mais, vous l'avez dit, reprenant les phrases de la note que j'ai faite pour les atterrés dès le 10 mars, avec Tournebise, c'est un révélateur, mais pas seulement. C'est un amplificateur et c'est un catalyseur. Parce que c'est similaire en partie. La crise économique était déjà en train d'avancer profondément. Il y avait un ralentissement important de la croissance, divisé par 2 pour l'OCDE entre 2017 et 2019. Je ne vous donne pas les chiffres, il suffit de les regarder. Même le transport de marchandises, avant la grève, avait commencé à reculer. Pour le transport aérien de marchandises, qui est un indicateur très avancé, parce que c'est des marchandises chères qu'on transporte par avion, mais aussi le fret terrestre. Sa croissance avait divisé par 2.
Et la croissance financière, l'accumulation financière avait atteint des sommets. On ne peut pas taire l'accumulation financière. Parce que le modèle industriel, plutôt d'entreprise qu'on a, c'est Airbus, d'accord, mais c'est Sanofi, avec les holdings ici. Donc dans les services, il y a l'hôpital, mais il y a aussi le holding. Et une partie de la production ici, parce que Sanofi a moins délocalisé que les autres, ce n'est pas tout à fait vrai cette histoire de production, mais quand même beaucoup de production à l'étranger. À moins délocalisé, parce qu'il y a les luttes. Et les luttes, ça fait partie de la société civile. Oui, nous sommes d'accord. Pas pour Bowles. Bon, qui était à gauche lui aussi autrefois. Donc, Samuel Bowles. Il est plus? Bah. Le pauvre. Pour certains, la gauche et la droite, ça s'est troublé depuis le CICE. Quand même Sam, depuis les aides aux entreprises et le CICE. Avec progressiste, on voit tout. Macron se dit progressiste. Alors, cette domination de la finance, on a quand même, depuis 2008, l'accumulation financière a augmenté 3 fois plus vite que le PIB. Et on n'a rien fait. Y compris sous Hollande. Sans parler du reste. Fondamentalement, dans cette crise, et je pense qu'il faut l'analyser, c'est d'une part l'insuffisance de services publics, dont on n'a pas parlé. Ça n'existe pas, il faut que les gens le sachent, et ceux qui nous écoutent. Pour les économistes, il y a soit l'État, soit les entreprises. Les services publics, ce serait un champ de travail, mais ça n'existe pas. C'est un champ de travail. Donc, services publics, emploi, miné, c'est les deux choses qui sont au cœur de la crise. Avec la désindustrialisation et tous les problèmes de production. Et de l'autre côté, en face, la domination du capital financier, de toute sa logique, de toutes ses décisions de rentabilisation contre le développement des hommes avec un peu d'innovation, et le type de mondialisation. Et donc, moi je pense que cette question de suraccumulation financière, dont Keynes avait quand même le Keynes, le grand Keynes lui-même, c'est-à-dire pas forcément le keynésianisme qui ne prend pas sa richesse d'analyse, avait parlé de surinvestissement et de problème de la finance. Mais on est au-delà. Et il s'agit d'ailleurs de dépasser et Keynes et Schumpeter, les deux critiques hétérodoxes. Parce qu'il n'était pas écrit que cette pandémie se transforme en crise sanitaire. C'est ça la différence. Alors, elle est différente parce que, vous l'avez dit, c'est des crises siamoises, jumelées, qui s'auto-entretiennent. Et il y a des allers-retours, et on est peut-être à nouveau dans un aller-retour, et puis ça va continuer. Et parce que tout le monde est touché en même temps, il y a la violence, mais tout le monde en même temps, ça c'est intéressant du point de vue des mentalités. Et il y a un problème de civilisation où on va. Alors le moment, ça vient après 2008, la crise, et le type de réponse qui nous a enfoncés dans la crise, en donnant encore plus les manettes à la finance. Un éditorial des Échos, Vittori, ils disent mais les actionnaires ont tout le pouvoir et c'est la relation actionnaire-manager qui compte et pas les employés. Regardez PSA, les gens ne savent pas, vous le savez peut-être ou peut-être pas. Peugeot. La famille Peugeot, dans le capital social du PSA, elle détient 300 millions. L'État 300 et les Chinois 300. 0,3 milliards. Mais le total du capital, c'est 50 milliards. Donc, 1/6 du capital Peugeot. Et la famille a tous les pouvoirs pour décider de la production, les licenciements, etc. Donc, on parle de société civile, mais quel pouvoir, quel argent, quelle utilisation d'argent? Cette question d'utilisation d'argent en lien avec le plan, elle est majeure. Mais d'ailleurs, la réponse massive, ce n'est pas les 100 milliards, c'est aussi la Banque Centrale Européenne qui est 3 ou 4 fois plus importante. Mais la question, on donne l'impression qu'on a retourné la façon de faire. Mais on ne la retourne pas. On dit on sécurise les gens, et je conclue là-dessus. On dit on sécurise les gens, leurs compétences et leurs revenus. Mais c'est des paroles. D'abord, le revenu disponible brut, il a baissé 4,6% au deuxième trimestre. Par tête, par unité de consommation. Pardon. Le chômage grimpe, 800 000 chômeurs de plus. Parce que le principe du chômage, on le maintient. Et donc on fonctionne. Et on met les gens au frigo, grosso modo. Alors qu'il faut développer les compétences, il faut mettre l'emploi d'abord. Donc ce n'est pas l'innovation d'abord, et donc faites le capital et Inch'Allah l'emploi. Ça, c'est la vision que vous développez et qu'a développé. Non. Le cœur, c'est d'abord l'emploi, d'abord les compétences des salariés, d'abord les dépenses pour les êtres humains, leur capacité, d'abord leur créativité et les services publics. On ne peut pas faire une offre à l'ancienne. L'investissement, le capital et la baisse du coût du travail, avec un peu de peinture verte. Donc voilà, alors la mondialisation à bout, ça va avec ces questions. Donc comment
mettre l'emploi en démarrage et changer profondément notre vision des choses, c'est ça ce qui est ouvert aujourd'hui et qui nous oblige à être différents. On est obligé de changer la vision des choses parce que on fonctionne tout frein serré en prétendant qu'on fait une chose et on fait le contraire, on maintient le principe du chômage. Alors il faut sortir de ça. Moi, je répondrai quand même, parce que là, j'étais quand même... Voilà. Alors, les entreprises d'abord, l'emploi d'abord, oui, ça c'est un vrai débat. Je pense que justement là-dessus, sur le plan de relance du gouvernement, il y a quand même une volonté d'un choc de compétitivité, en fait, c'est-à-dire une politique qui soit par une baisse de la fiscalité des entreprises très forte pour justement les inciter à innover, à investir, etc. Cette politique, elle a déjà été mise en œuvre, notamment sous le gouvernement Hollande. Elle est en échec, c'est une de vos thèse quand même, Philippe Aghion. Oui. Justement, vous disiez à l'instant que quand Frédéric Bocara a dit d'abord l'emploi, je pense qu'il faut les deux. Est-ce que justement vous avez un peu modifié vos théories? Non, j'ai pas. Allez-y, je vous en prie. Je me défends. Je sors un livre. Je ne vais pas faire de pub pour le livre que je sors ou mes cours. Allez voir mes cours. J'ai toujours dit, il y a les deux trucs, c'est-à-dire que j'ai jamais dit d'abord investissement et après on s'occupera de la redistribution. J'ai jamais pensé comme ça. C'est pas de la redistribution. Non. Et j'ai pas passé redistribution et j'ai passé d'éducation. Attends. Ouais. J'ai toujours dit que c'est très important d'investir dans la mobilité sociale, dans l'éducation, dans la formation. Plus important, c'est probablement la meilleure façon de promouvoir une économie d'innovation. J'ai toujours dit, et j'ai jamais dit qu'il faut l'investissement dans l'innovation au détriment de l'investissement dans les services publics, dans la santé, dans l'éducation supérieure, dans la recherche. Jamais. J'ai jamais dit ça. Quand il s'agit des frais universitaires, je me suis toujours bagarré contre les frais universitaires. Toujours pour la gratuité universitaire. Je veux dire, c'est ma bataille. Mon modèle à moi, si vous voulez, c'est un modèle où l'éducation est gratuite et de grande qualité, depuis le jardin d'enfants jusqu'au PhD, où la santé est gratuite et de bonne qualité, et ça va de pair avec également investir dans l'innovation et la recherche fondamentale. J'ai jamais dit l'un par rapport à l'autre. Et l'emploi vient... Attends, et l'emploi, tu le défends et tu le développes tu le développes, l'emploi, par plein de politiques de l'emploi. Il y a plein de politiques de l'emploi, notamment, tu commences par la formation, tu commences par la formation professionnelle que tu dois réformer. Tu as plein de leviers pour développer l'emploi. Et tu as toute une politique de l'emploi. Et j'ai toujours pensé que ça allait de pair avec la... Mais je crois qu'on a beaucoup confondu les débats. Par exemple, on a dit une politique de l'offre, c'est de droite, une politique de la demande... Ça, c'est Valls qui a dit ça. Moi, et une politique de la demande, c'est pas vrai. Alors, Maurice Thorez disait après la guerre, il faut retrousser ses manches, il faut travailler. Je veux dire, donc, on ne peut redistribuer que ce qu'on produit. Donc, il faut... Tout le défi maintenant, c'est de faire de la croissance. Parce que si tu n'as pas de croissance, tu n'as rien à redistribuer. Mais tu veux qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire que tout le monde soit dans le coup, qu'il n'y ait pas des gens exclus, et qu'elle soit verte. On veut une croissance verte. Donc tout le défi, c'est est-ce qu'on peut avoir une croissance qui soit inclusive et verte? Moi, je pense, si tu veux, pour ça que je vous emmerde tout le temps avec mes pays scandinaves, mais c'est vrai qu'ils ont fait plein de conneries en Suède, et ils ont fait plein de conneries qu'ils ont... Mais c'est vrai qu'ils se rapprochent pas mal. Disons que je serais bien content, moi, d'être aussi bon que les Danois sur croissance inclusive et verte. Je ne dis pas que je peux faire mieux qu'eux. Même taux de pauvreté que nous, Danemark. Je ne sais pas. Plus. Mais alors, oui, mais la Finlande. Mais alors concrètement, voilà. En tout cas, je ne dis pas qu'il faut les copier, mais je dis qu'en tout cas, ça montre, et on peut faire beaucoup mieux qu'eux, mais ça montre qu'on peut réconcilier une croissance, par la qualité, une croissance qualitative par l'innovation, et inclusif et vert. On peut y arriver, voilà. Et comment concrètement, ce serait quoi la politique d'offre alternative? Alternative. Je ne sais pas comment tu l'as... Je ne sais pas si tu dois poser le problème en termes de « je change radicalement de système », tu vois, ou est-ce que je réforme le système en profondeur. C'est une vraie question. Et c'est une vraie question. Moi, c'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai cru à la sociale, comme on disait. C'est-à-dire que table rase et on change complètement le système. C'est vrai qu'avec le temps, je me suis dit... Les sociodémocrates scandinaves notamment, Olof Palme et des gens comme ça, ont réussi quand même à faire des grands changements et d'une manière qui a réussi à préserver, si tu veux, des valeurs démocratiques, l'inventivité, la créativité et quand même de rendre la croissance. Ils sont allés vers le vert et l'inclusif. Tu vois, ils l'ont fait avec des grandes réformes. Voilà. Donc moi, je ne sais pas, si tu veux, si l'idée c'est de dire je change de système ou est-ce que je change le système? Et moi, je pense plus à changer le système qu'à changer de système. Quand j'étais jeune,
j'ai cru qu'on changeait de C'est système. des généralités. Ça. Voilà. C'est des généralités, mais on a ce que changé. tu dis. Non, c'est très concret. C'est généralité. C'était concret, c'est-à-dire que tu fais un réformisme intelligent. Est-ce que le CICE, c'est de changer de système? C'est approfondir le système, le CICE. Est-ce que le plan Castex, c'est... Attends, le CICE... C'est la même chose qu'en pire. Attends, mais Frédéric, le CICE, l'essence du CICE, je ne veux pas, parce que après Mathieu dit plus un mot et ça ne serait pas juste. Oui, Et alors, on parle d'égalité et là, je sens que le Gini est proche de 1, donc c'est pas vrai. Mais le CICE, c'était l'idée d'une dévaluation fiscale. Il fallait donner de l'oxygène aux entreprises pour investir dans l'innovation. Il y avait le rapport Gallois. Gallois n'était pas un type... voilà. Donc il y avait l'idée qu'il fallait une dévaluation fiscale. Si on avait eu le franc, on aurait dévalué la monnaie. C'est ça qu'on aurait fait. Et ça nous donnait de l'oxygène. Nous ne pouvions pas le faire, puisque nous avions l'euro. Et il y a eu l'idée que quand tu ne peux pas dévaluer la monnaie, tu peux par des outils fiscaux, tu aurais peut-être pu le faire autrement et mieux. Tu peux avoir l'équivalent. Attends, mais non, mais tu me laisses pas dire. Tu peux avoir le même effet qu'une dévaluation monétaire par la dévaluation fiscale. Celui qui avait eu l'idée en premier de ça, c'est Keynes, en fait. Keynes avait trouvé l'idée de la dévaluation fiscale en 1931, parce que la livre était arrimée à l'or, et il ne pouvait pas dévaluer. Donc il a fait ça par des moyens fiscaux. Le CICE, l'idée du CICE au départ, c'était de faire une dévaluation. Si on avait eu la monnaie, on n'aurait pas eu besoin de CICE, on faisait simplement une dévaluation de la monnaie. Alors voilà. Mathieu Plane, justement, je veux rebondir pour juste sur deux mots. Et puis sur la politique de l'offre alternative. Ça peut se discuter parce que c'était quand même des baisses d'impôts conditionnés à la masse salariale. Donc, il fallait des bas salaires pour avoir le CICE. Non, ça allait jusqu'à 2,5 SMIC. C'est des bas salaires pour un ingénieur. Ça fait quand même 80% de la masse salariale. Après, on peut discuter. Et le principe, c'est moins de salaire. Juste aller jusqu'au bout. Je pense que le problème, c'est que c'était très mal ciblé sur le choix qui était fait, parce que ça s'appelait d'ailleurs CICE. Et liberté au profit. Et compétitivité, emploi, ce qui n'est pas exactement la même chose d'ailleurs. Est-ce que vous ciblez... Moi j'étais pour que ça soit plus haut. Il y a une question sur les services. Mais tu as raison, parce que moi le ciblage, je l'aurais fait différemment. C'est pas moi qui ai fait le CICE. Le problème du CICE, c'est pas le CICE en soi, c'est son financement. Le problème, ça a été financé par des réductions de dépenses publiques et des hausses de TVA. Les deux. Et donc ça a eu un choc négatif sur la demande. Donc les effets qui auraient pu être positifs ne sont pas arrivés ou très tardivement. Donc ça, c'est quand même un point important. Sur la question de l'emploi, aujourd'hui, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, par exemple, avec le dispositif de chômage partiel, quand même, de 40 milliards, qui permettent de préserver l'emploi. Je rappelle juste fait une chose et son contraire. Alors, je ne sais pas si c'est son contraire. 800 000 chômeurs en plus. Là, pour le coup, je trouve que c'est un dispositif de crise qu'on peut plutôt saluer. Avec la France, on n'est pas les pires. Bien sûr, on a fait comme les Allemands. Et même si j'ai des critiques par ailleurs, les Américains, mais quand on voit que 19% d'activité a été perdue, on n'a pas perdu 19% d'emplois, comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a eu une explosion du chômage. La question, c'est comment on prolonge tout ça. Et l'autre point, c'est quelle politique d'investissement pour demain. Donc l'investissement, c'est ça. L'investissement. Alors, on peut dire qu'il y a quelques... Mais ça inclut l'éducation, ça inclut la formation, ça inclut l'investissement public. Ça inclut la flexisécurité. Vous ne pouvez mais non, ça inclut la flexisécurité. L'investissement, par exemple, dans des infrastructures. L'investissement dans des infrastructures, dans la rénovation thermique des bâtiments, ce n'est pas un mauvais investissement. Après, on peut investir dans l'éducation, dans la recherche, dans le numérique. Non, mais dans la flexec. Dans la formation. Mais tout ça, ça fait partie des politiques d'investissement. Donc, on ne peut pas... je pense qu'il fallait calibrer différemment les choses. Et après, redéfinir, parce que, étant donné que l'État est arrivé vraiment comme un pompier, c'est-à-dire il a essayé d'éteindre l'incendie, sauf qu'il n'a pas demandé de contrepartie. Par exemple, sur Air France, il n'est pas monté au capital, donc il n'y a pas le rôle derrière de l'État stratège. Ce qui me pose problème, c'est que l'État, aujourd'hui, a mis beaucoup, mais ne demande pas des contreparties. 15 000 suppressions d'emplois. Donc, ce n'est pas sécurisation, Air France. La question qui se pose, c'est à partir du moment où vous amenez 6 milliards, est-ce que vous faites juste en fait un apport, mais vous ne prenez pas votre participation à hauteur de 6 milliards et à ce moment-là, vous êtes monté en tant qu'État actionnaire et à ce moment-là, vous donnez un rôle vis-à-vis des autres actionnaires du privé sur savoir quelle va être la stratégie de moyen long terme sur ces secteurs qui sont des secteurs clés. Aujourd'hui, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a eu un apport important, mais en fait, l'État ne prend pas sa responsabilité d'État stratège. Et on n'a pas non plus une politique autour des actifs stratégiques. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir les problèmes autour de la santé, quoi. Ça fait quand même 10-15 ans qu'on ne se pose plus ces questions-là. Et quand on regarde l'ensemble des secteurs industriels, on en a quand même un paquet aujourd'hui qui ont été un peu laissés et on a dit c'est le marché qui va régler ça. Alors l'Europe se réveille un peu, ça c'est assez intéressant là-dessus. Par exemple sur la question d'une taxe carbone aux frontières, des choses comme ça. C'est pas l'industrie, c'est une taxe carbone aux frontières, ça fait payer les ménages. Il y a la question des commandes publiques, il y a la question des aides d'État. Toutes ces choses-là, elles doivent être dans le débat et en fait elles vont définir notre politique industrielle de demain. Je pense qu'ils... Non mais
c'est pour ça qu'il y a un peu des deux, quoi. Je trouve qu'il y a quand même des orientations qui sont intéressantes sur l'investissement, mais par contre, l'État ne prend pas ses responsabilités en termes de politique industrielle, je trouve. Frédéric Bocara, peut-être là-dessus, sur quelle politique de l'offre il faudrait. Il y a deux choses. Un, on ne veut pas voir qu'on a un nouveau monde et que s'oppose au nouveau monde où c'est les compétences humaines, ce n'est pas l'éducation à côté. Comment on peut faire la rénovation thermique sans avoir des gens formés? On fait les deux. Mais je suis Mais d'accord. non, on ne fait pas les deux. Ah, aussi. Non, alors le plan, il faut je regarder les chiffres. Non. Le plan Castex ne fait pas les deux. Moi, je suis pas là pour défendre Castex. Non, mais- Non, mais on parle pas du plan. Je suis pas là pour défendre Castex. On fait pas. Je parle de moi ce que On je ne fait pense. pas. Je Et pense pourquoi on ne fait pas? Parce que les actionnaires et le capital, ils veulent sa dîme. Ah, c'est archéo, mais c'est la vérité. Et le capital, il veut sa dîme, il veut son pognon. Et on ne peut pas satisfaire, comme dit La Fontaine, son père, son fils et son maître en même temps, et son âne. C'est pas possible. Donc, il y a un problème. J'y peux rien, moi. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de lutte de classe. Elle est là. Ça demande une radicalité. Pas d'imposer un système par-dessus le système. Mais de l'intérieur, il faut changer profondément, inverser les buts et changer les critères. La conditionnalité, ça peut être un élément commun. Mais ce n'est pas de combien vous allez vous couper le bras si on vous donne une subvention. Il faut changer la logique des conditions. Ce n'est pas la baisse du coût du travail, les conditions. C'est le développement des capacités humaines. Oui, on est d'accord. Et développement, on est d'accord. Alors il faut dénoncer ce qui se fait. Il ne faut pas dire on est d'accord. Il faut dire contre faut le quoi faire on par la lutte. formation et l'éducation, Mais, bien mais, sûr. mais la Bien sûr. formation et l'éducation. Mais c'est ce qu'ont fait les pays scandinaves, justement. Non, Je c'est pas parle ce que font les pays scandinaves. je parle- Ils ne sécurisent pas l'emploi. Non. Les Danois n'ont rien fait pour sécuriser. La flexi-sécurité de Rasmussen, c'est du pipeau, quoi. C'est pas sérieux, voyons Frédéric. Alors il faut voyons. aller regarder. Il y a Enfin, 10 ans, c'était très ils ont important. inversé et signé tout un ensemble d'accords qui inversent leur système. Il faut lire les articles Ils ont pu dans faire Travail et d'autres choses. Emploi. Il y a tout un dossier là-dessus d'il y a pu faire déjà d'autres 3 choses, ans. mais il y a eu des Ils ont inversé le avancées très système importantes. et ils ont consolidé tout ce qui est licenciement. Parce qu'effectivement, on fait chômage partiel, mais on maintient le principe du chômage. Et on met les gens au frigo. Ça s'appelle activité partielle, justement. Oui, oui, parce qu'il faut aussi de la C'est com. plutôt Il faut éviter de que la les gens se com. retrouvent au chômage. Il faut de la com. On les met au frigo. 10% de gens dans l'aéronautique, on veut licencier. Ah, moi, je comprends pas au frigo, en fait. Restez chez vous. Non, non, c'est Voilà, pas ça veut dire ça au exactement frigo. Je pense que tout le monde avait compris. Mais ça veut dire, 10%, Airbus maintenant dit, il va nous falloir supprimer 10% de nos emplois. 15%. Air France, 10 000. Est-ce qu'il ne s'agit pas au contraire de dire, on garde ces gens, on va faire recherche, formation, on veut 10% du temps de travail en formation, donc c'est 10% de l'effectif. Garder dans les entreprises, avec leur responsabilité de salaire et d'emploi, avec un appui et un suivi des aides. C'est ça la nouvelle chose. C'est ça le révolutionnaire. C'est pas plaquer un système, c'est on va suivre les aides, on va avoir des pouvoirs avec des conférences territoriales, avec de nouveaux pouvoirs des comités d'entreprise ou des comités des CSE, socio-économiques, pour suivre ce qui est fait avec les aides. On va garder les gens, on va développer des recherches. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut regarder. Hier, General Electric, il annonce la fermeture des turbines hydroélectriques. S'il y a un truc qui est green, c'est quand même l'énergie hydroélectrique. Il ferme. Parce qu'il faut alors là, il faut satisfaire un actionnaire. C'est les fonds d'investissement américains. Il ferme le grid, c'est-à-dire toute la coordination intelligente des réseaux. Donc, aéronautique, 10%. Les ingénieurs, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va les jeter pour renforcer le capital. Donc, il faut... Vous êtes d'accord que l'emploi devient important, que les compétences deviennent importantes. Mais alors, il faut accepter de changer pas de logiciel. C'est-à-dire qu'il faut soumettre l'investissement à ce grand enjeu de la formation et de l'efficacité nouvelle. On va baisser les coûts autrement, parce qu'on ne baisse pas les coûts. On baisse les dépenses, comme vous l'avez dit. Tu ne l'as pas dit, mais tu le penses peut-être. On baisse les dépenses au lieu de baisser les coûts. Alors qu'il faut des dépenses tout autres. J'ai toujours pensé qui vont que permettre de baisser l'investissement en les coûts et éducation des ne devait pas partages. rentrer dans les C'est pas critères d'investissement en dans les éducation. critères de dépenses publiques. J'ai toujours pensé Mais il y que a pas que tout ce qui était l'investissement en investi, éducation, formation, L'emploi sécurisé. oui, la flexi-sécurité. Non, la flexi-sécurité, c'est très- le chômage et des cachous entre deux emplois. Alors, peut-être Non, parce que je crois que là, il y a un Alors, si problème. on veut changer, inverser les Oui. principes, je suis d'accord. Mais je pense il qu'il y a un n'a pas truc, de oui, flexi-sécurité. mais il y a un truc, je pense, là où on n'est pas totalement d'accord, c'est que toi tu penses qu'il faudrait toujours que la personne reste dans la même entreprise tout le Non, temps. Pas pas du forcément. tout, pas du tout. Si moi je te Je ne pense permets, pas ça. si je te permets de rebondir, si je te permets de te former et de rebondir en améliorant ta qualification, de rebondir d'un emploi à un autre, en te qualifiant, Mais sans ça passer- c'est acceptable. Mais nous sommes d'accord, mais sans Tu vois passer par la casse chômage. Il faut organiser Sauf que- oui, des mobilités moi, je- dans la sécurité. Alors dans et le pas des rapport, mobilités j'étais dans la commission, précarité. j'étais dans la Mais commission Attali. concrètement, cette histoire. Dans la commission Attali, voilà, il y avait une idée. Je m'excuse. Il y avait l'idée du contrat d'évolution. Et je pense que c'était une belle idée. Qu'est-ce que c'était le contrat d'évolution?
c'était de dire que tu n'étais pas vraiment au chômage, tu étais toujours en contrat. Ou tu étais en emploi dans une entreprise, ou tu étais en contrat avec l'État pour te former et te qualifier. Donc il n'y avait plus le concept de chômage tel qu'on le connaît. Tu étais en contrat permanent d'évolution. Ça, je pense que c'était une très belle idée. Voilà un peu la vision que j'ai, moi, du contrat d'évolution. Il y a un problème de responsabilité des entreprises et du patronat. Oui, le c'est un CICE, truc. il est dit gonfler les profits. On ne peut pas conforter et les profits et la formation. Frédéric, s'il te plaît. Je ne veux pas monopoliser parce que Mathieu ne dit plus rien. Donc voilà, Mathieu, sur les questions. C'est une vraie Mathieu, question, ça, sur l'emploi. Comment on évite l'hémorragie sociale? Comment on fait en sorte que les gens soient formés? On sait qu'il y a extrêmement de difficultés. Il y a besoin énormément d'investir là-dessus. Il va y avoir une vague. Ça, on le sait. Mais comment, en fait, on fait en sorte que cette vague, on ait suffisamment de formation, enfin, tous les éléments en fait, que viennent de citer Frédéric ou Philippe. Voilà. Pour vous, est-ce que la France aujourd'hui est en capacité de réinvestir dans les forces humaines, dans la formation des gens, pour que ce ne soit pas une équation sociale qui soit vraiment du chômage de masse indéfiniment et qu'on puisse avoir les emplois de demain, en fait, prévoir un petit peu. Ouais, alors, on va dire que c'est effectivement l'enjeu majeur de cette crise. Alors qu'économiquement, on n'a pas trouvé mieux que dans l'activité, la croissance pour créer des emplois. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette question qui se pose. Donc c'est l'emploi après. Non, d'abord pas la l'emploi croissance, après. ensuite l'emploi. Alors on peut faire, on peut inverser, mais ça va. Non, mais alors c'est-à-dire qu'il va falloir décider quel secteur produise. Pas l'un contre l'un. Mais ça veut dire c'est administrer l'économie. Donc là, c'est un peu changer aussi la façon. Là, c'est pour le coup, c'est un changement radical. Disons que on veut verdir, on est. On verdir. Et donc pour verdir, il faut des politiques d'investissement. On est d'accord. Il faut donner des orientations. Aux emplois. Mais pour l'emploi, alors soit on dit effectivement le secteur non marchand peut décréter, l'éducation peut recruter. Par exemple, on peut dire que le volet sur les emplois, notamment les emplois jeunes, les emplois d'avenir, on aurait pu remettre en place est insuffisant au regard de la crise des jeunes. Pourquoi pas des profs et des infirmières? Des profs, mais on peut aussi. Et la question, tout le monde ne peut pas être prof ou infirmière. C'est combien? Jusqu'où on va? Donc le reste quand même un secteur qu'on appelle marchand. Et ce secteur marchand est quand même déterminé, en tout cas l'emploi, par l'activité. Donc après, il y a un problème de productivité qu'on va appeler alors la compétitivité. Si on considère qu'il n'y a pas de problème, effectivement, et qu'on est quand même malgré tout dans un monde en concurrence. Mathieu. Alors, moi je veux bien. Mais dépenser pour les hommes, c'est ça qui baisse les coûts. Dépenser des masses pour le capital, c'est ça qui baisse sur les coûts. On peut dépenser pour la formation. Je ne pense pas que. Alors, je demande où est-ce qu'on met les emplois. C'est-à-dire où est-ce qu'on met les emplois. On connaît quelques leviers pour jouer sur les emplois. On ne connaît pas. Effectivement, la sphère publique fait partie des leviers. C'est-à-dire, est-ce qu'on le voit dans le secteur de la santé, dans l'éducation, en particulier dans le primaire, où on voit qu'on a un niveau d'encadrement qui est beaucoup plus faible que la plupart des pays. Sachant qu'il y a quand même une chose intéressante là-dessus. L'éducation et la santé sont les deux vecteurs les plus redistributifs de l'économie. En fait, on parle beaucoup de la fiscalité, mais en réalité, la redistribution se fait beaucoup par l'éducation et la santé parce que, étant donné qu'en fait, elle est financée par l'impôt et qu'à peu près tout le monde touche la même chose sur l'éducation et la santé, c'est ce qui nivelle beaucoup les niveaux de vie. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est une fierté du modèle français quand même. La santé, elle est financée par cotisation sociale. Par CSG? Oui, d'accord, mais juste... Pas par CSG, par cotisation sociale. Oui, bien sûr. Enfin, c'est quand même la CSG. D'accord. Enfin, la CSG est quand même... Bon. Donc tout ça fait que... On a quand même des leviers. Maintenant, cette crise, elle est terrible. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu dis, c'est-à-dire on avait des choses structurelles déjà, qui étaient, on ne s'est pas remis notamment de la crise financière de 2008, jamais vraiment. On a approfondi surtout. On a vu les effets de la désindustrialisation aussi. Alors on est peut-être dans un moment un peu différent là sur la démondialisation et on voit des relocalisations apparaître. Je pense qu'on a des choses à faire aujourd'hui là-dessus. Les rapports ont changé. Même sur la question écologique, rapprocher le producteur et le consommateur, c'est important. C'est aussi important sur la concurrence fiscale ou la concurrence sociale, un certain nombre de choses. Donc, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Par contre, effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de solution miracle qui permette de dire qu'il n'y aura pas d'effet sur l'emploi. Le problème, c'est comment on fait pour, par exemple, quand on dit il y aura moins 20% d'emplois dans la restauration, l'hôtellerie, et on va en créer plus 10 dans l'informatique. Alors effectivement, moi je veux bien qu'on fasse des formations. Mais je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui avaient au départ choisi d'être dans l'hôtellerie-restauration souhaitent travailler dans l'informatique.
Mais c'est Donc lui c'est- qui dit on fait la formation. Non. Moi, je dis on garde les emplois Oui, mais on garde et les on emplois. voit avec les gens ce qu'on fait, comment, Mais on redistribue garde, ailleurs ou pas. Mais oui, mais tu on peux pas. sécurise les gens. Tu peux pas. Regarde l'Airbus. Tu peux pas faire le Comment boss Airbus plan, par c'est pas possible. Mais l'Airbus, je parle pas ça de marche boss. pas. Tu peux pas dire à telle Arrête avec les entreprise. gros mots. Non, mais je Arrête vais avec dire, les gros mots. tu peux pas Il faire faut un accepter plan. d'ouvrir. Non, il faut accepter d'ouvrir. Attends. Tout le monde parle de planification. Au CESE, le Oui, patronat me parle de mais c'est planification. une planification indicative. Tu ne peux pas faire un plan. Stratégique. Toi, tu gardes. Même eux, ils disent stratégique. Ils disent pas que Mais indicatif. elle est c'est il y a 50 ans. incitative, elle est stratégique. Mais incitative Elle à n'est quoi pas. Je vais pas te dire, je te force à faire. Je Mais peux pas non. faire du micromanagement. Aujourd'hui, on force. Non, mais L'emploi tu ne force. peux pas faire ce qu'on appelle du micromanagement. Ce que tu peux faire, Bien c'est sûr. créer des incitations, c'est créer des encouragements, c'est avoir un secteur public Attends. actif. Tu peux avoir des leviers, comme dit Mathieu. Tu ne peux pas micromanager toute l'économie. Ça ne fonctionne Sinon, pas. faut administrer. Ce que tu peux, c'est avec des leviers, Attends. à réussir à faire la politique Ok, que tu veux suivre. ok. Vous avez votre vision où l'État intervient dans sa sphère et n'agit pas sur les entreprises. Mais même la Chine fait comme ça attends. maintenant. La Chine, elle La fait comme Chine, ça. écoute, Même la Chine on va est comme faire ça. un débat sur la Chine. La Chine, deux choses s'entrechoquent et il y a un élément de rattrapage encore. Non, mais si on pouvait rester sur la restons sur la France, s'il France. vous plaît, Frédéric, et surtout, est-ce que, voilà, on a une Il y vision... a un problème de sur- logique d'action sur les entreprises. L'argent qui est mis sur les entreprises, il fait partie des micro. La conditionnalité est une façon d'entrer dans une autre action sur les entreprises, encadrée par des institutions de planification prospective et stratégique. Il ne s'agit pas d'une planification type Gosplan. Mais on pourrait avoir, nous préconisons, des conférences permanentes dans les territoires et au niveau national, avec des engagements d'emploi et des réflexions sur les productions vertes, machin, qu'est-ce qu'il faut développer, où et comment. Et avec des engagements sur les entreprises et suivis. Mais tu le fais Et avec centraliser. une idée de Tu cœur. vois, les Allemands, ils font ça Attends, décentralisé. non, Ils font dans ça au les niveau de territoires- l'entreprise. Excuse-moi, dans les territoires, tu appelles ça centralisé. Ah, d'accord, tu fais dans les territoires, d'accord. Oui. Parce que moi, je pense que ça doit être beaucoup décentralisé Donc aussi. enlève les lunettes Le- en le grand peau- en problème peau de chez nous- saucisson, enlève les lunettes Non, en non, peau non, de moi c'est saucisson. les lunettes, Je ne suis lunettes pas Golbertis. pro-soviétique. Non, non, Golbertis, mais non, mais moi d'abord, il y a beaucoup de D'accord. choses sur l'Union soviétique que je ne suis pas du tout un anti-soviétique. Bon. Mais je dis simplement, nous, on a toujours une vision en Attends. France assez colbertiste Non, et non. très centralisatrice. Ça, c'est l'État, Et je crois que c'est beaucoup. ça, c'est l'État Je reviens à ma actuel. société civile. Je crois qu'il faut la bonne balance. Attends. Et il faut le top-down et le bottom-up. Tu sais, les Anglais, mais ils ont non, ce mais terme. ça- Et le bon mélange des deux. Attends. Je crois qu'on ne peut pas tout faire top-down. Non, ça c'est met- vraiment ce que je te dis, parce que ça ne marche pas. Parce que la tendance ne suit Donc pas. Tu écoutons-nous. dois faire les deux. Donc écoutons-nous. Tu as fait un truc pour vérifier que j'avais bien dit territorial. Et avec des pouvoirs dans les entreprises, des pouvoirs Voilà. des salariés dans les entreprises. Ça, on ne peut pas. Oui, bien sûr. Mais des pouvoirs C'est sur très l'utilisation de l'argent, donc avec une autre logique de sécurisation des emplois. Comment on maintient les emplois? Quelle production pour maintenir les emplois? Quel rebasculement d'une production à l'autre en maintenant les gens, en sécurisant leurs revenus? C'est-à-dire, au lieu d'être tout frein serré et de faire une chose et son contraire, comment on passe à un autre logiciel? À mon avis, c'est ça qui est posé Mais pareil. de la vie. Mais on va effectivement s'affronter. Daniel, laisse-moi te donner un exemple. Laisse-moi te donner un Regarde exemple de l'actionnaire réforme. de General Electric. Voilà une Il dit, réforme. moi, il dit, moi, je ferme le Frédéric, comme Frédéric. tu interviens à Frédéric, il y a chaque une fois pour les réforme. autres, laisse les autres Il y a une intervenir réforme, quand il y a ils une seront réforme à laquelle je vides. pense. Tu vois, par exemple, tu vois, voilà, On l'idée est d'être méditerranéen. réformiste. L'idée d'être réformiste. Bon. En Allemagne, par exemple, très facile, c'est pratiquement obligatoire que les employés soient représentés au conseil d'administration des entreprises. Je pense que c'est une très bonne chose. Sans moyens. D'accord, pas non, des mais je te dis, investissements. non, Mais mais si, d'accord, c'est ça, non, le mais cœur. attends, Frédéric, je suis pas en laisse-le train de te dire finir. vive l'Allemagne. Je te dis nous, par exemple, tu vois, la logique réformiste, ça serait de dire nous en France, poussons pour des réformes qui déjà feraient un pas en avant énorme. Moi, par exemple, Ça, je c'est un pense pas en arrière. de- Parce que de- sans d'amener- moyens et intégrés, sans Ah, moyens c'est un pas en arrière que de faire entrer les employés dans les conseils d'administration systématiquement. Je suis d'accord, je pense que ça, ça serait quand même un point C'est d'avancée très majeure important. qui s'appelle Tu la plaisantes. la Ça sera pas cogestion. en arrière de Mais faire moi, entrer je les employés pense dans qu'il les faut conseils l'intervention. d'administration. La cogestion et Frédéric. éventuellement même une participation au capital des salariés. Moi, Donc, on encore pourrait- le capital qui vient. Non mais le capital, à partir du moment où il y a des actionnaires, effectivement, Alors, il y a comme du il y a capital. l'idéologie Non, mais dominante, alors, il faut déconstruire les concepts. C'est pour ça. Parce que chaque mot est piégé. Moi, je suis pour l'intervention à la gestion et une autre Oui, gestion. voilà. Bon, avec C'est d'autres très important. critères, avec d'autres critères. Le conseil d'administration, c'est satisfaire les actionnaires. S'il n'y a pas d'argent alternatif, les salariés ils sont coincés, intégrés. Ils ne sont pas d'accord. Mais pourquoi tous les Et deux, donc, Mathieu Plane banque publique d'investissement, Frédéric, avec pouvoir de saisie des travailleurs Frédéric. à l'appui de leur projet. Parce que sinon, les patrons, qu'est-ce qu'il dit le patron de General Electric? Il dit, moi je veux bien garder le grid, moi je veux bien garder l'hydroélectrique,
mais ça me coûte trop cher, qu'est-ce que vous avez à mettre? Et les salariés, ils n'ont rien à mettre. Donc, Oui, mais je suis pour pour la ne pas banque être publique coincé, parce d'investissement. que l'Allemagne, elle est en crise aussi. Oui, mais je suis pour la banque Donc il publique faut d'investissement. des pouvoirs des travailleurs sur l'argent utilisé dans les entreprises en lien avec les banques. Non, Et ça, c'est révolutionnaire. La cogestion est quand même un Mais la début de réponse cogestion, à c'est ça. quand même Mais un non, pas. parce que si vous Mais n'avez pas si. droit à l'argent, Mais pas droit à l'argent. Mais Alors, un débat avec les Frédéric, Allemands. Frédéric, Ils me laisse- disent, alors, nous n'avons pas le droit de parler Par contre- des investissements, nous avons le droit de parler de l'accompagnement social. C'est ça que disent les Alors, syndicats. il y a Frédéric, différents types de laisse-le cogestion quand même. Hein. Voilà, pour Il y a ça je différents suis types pour de l'intervention cogestion. en gestion. Mais une cogestion décisionnaire dans laquelle les salariés sont représentés et ont un droit, effectivement, plus que de regard, c'est un droit de décision. Tu vois les sur communistes, les investissements. Tu vois l'intelligence des communistes Avec des italiens. ressources Je vais te parler et des des communistes moyens. italiens un petit peu. La Et après, décision sans ressources, les sociologues ont montré, si les acteurs n'ont pas de ressources, ils comptent pas. Et après, je pense qu'il y a autre chose, c'est qu'on se voile beaucoup la face avec la participation, par exemple. Moi, j'en ai pas parlé. La là. C'était pas mon truc, participation, je parlais pas en de ça. disant, en fait, la participation, Oui. c'est une forme de rémunération Ça, au profit. c'était Sauf qu'en l'idée fait, de souvent, ça Gaulle, se machin, substitue au salaire. Mais ça, je parle pas de ça. Non, moi. non, non. Et donc, moi, je pense que Je à passe à la partir d'un certain cogestion moment, il beaucoup plus. faudrait. Mais moi, je suis pas pour. Justement, on disait, est-ce qu'il faut Oui. un changement radical? Mais je ne crois pas vraiment au changement radical. Je crois Je des pense grands qu'on peut des réformes assez Voilà, des réformes profondes. profondes. Et on a une occasion. Mais ça, c'est pas profond. On a une ce que vous occasion. dites. Et donc, si, Passer à un au bout d'un système de certain temps, cogestion, si les après, c'est vrai que salariés, l'Allemagne est dans la crise. si les salariés rentrent au capital, Enfin, les écoute, gains tu peux sont pas sur le juste dire capital. l'Allemagne, Ils sont plus sur la ça sera un changement participation. énorme. Philippe, Oui. allons justement là-dessus, sur les salariés, comment les intégrer dans les décisions des entreprises. Moi, je crois que c'est très dans important. comment Je mettre pense de qu'il y a la grand- démocratie sociale, en Oui, je fait, pense. dans les alors moi, entreprises. bon, là, je sais pas ma spécialité. Mes amis connaissent beaucoup mieux que moi, donc mais si tu veux, un des grands problèmes chez nous, c'est que le climat est détestable dans les entreprises. On traite mal les gens dans les entreprises. Voilà. Moi, j'ai un exemple. J'avais rencontré un patron suédois la Suède avait pris le contrôle d'un chantier naval. Bon. Et ils avaient dû restructurer. Il avait été obligé. Il avait dit, écoute, mais je vais réunir mes employés, je vais discuter avec eux, on va voir comment on peut faire. Et ils lui ont dit, vous savez, c'est la première fois qu'on nous parle comme des êtres humains, qu'on nous demande, qu'on nous consulte, qu'on voit comment on peut y arriver. C'est la manière dont Sénart a traité chez Renault, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est vraiment traiter les gens comme du bétail. Ça, c'est inacceptable. C'est ça qui doit changer. Voilà des grandes choses qui doivent changer. Mais on peut les changer aussi par des réformes importantes. Je crois que c'est vraiment l'idée. Je crois que c'est ce que les communistes italiens ont compris, les premiers. Ils sont morts. Écoute, il y avait des gens très bien, c'est pas, tu vois, je veux dire, voilà, il y avait des gens, et c'était l'idée, on peut par des réformes importantes changer des choses. Et je crois que c'est ce que Palmé aussi a compris. C'est ce que Rasmussen au Danemark a compris. Ah, ils ont pris plein de conneries, tu peux faire beaucoup mieux. Mais c'est ça l'idée qu'ils ont eue. Ils ont dit, il y a certaines grandes réformes, tu vois, qui permettent, qui te donnent un levier pour continuer et t'appuyer là-dessus et aller de l'avant. C'est cette vision-là de la transformation du monde. Tu vois, je veux dire, c'est très différent de la vision quand j'étais petit, je pensais qu'il y avait le grand soir et que du coup on passait d'un tu truc te à bats l'autre. avec des fantômes, tu ne te bats pas avec ce que j'ai développé. Non, non, mais je ne te dis pas. Moi, je toi, parle de je réformes dis pas toi. profondes qui donnent des pouvoirs aux travailleurs, pas seulement de présence dans le conseil d'administration. Attends, on peut avancer. Non, mais il y a des d'autres, je ne pouvoirs- te dis pas. attends, Oui. mais des pouvoirs sur l'utilisation de l'argent des banques en relation avec les entreprises. Oui, mais Qu'est-ce c'est que même- vous faites? Quel projet? Parce qu'il y a un problème de Oui, mais conflit de projet. Attends, écoute Frédéric, bien. peut-être, mais mettons que Il y a tu aies un une problème de réforme qui va dans ton projet, sens comme et tu pas dis, complètement ce que sur tu veux. l'écologie. Est-ce que tu la prends ou Frédéric, pas? laisse finir. Mettons qu'il y a une réforme qui va dans ton sens, qui ne Bien fait pas sûr, exactement tout ce que bien tu veux. sûr, c'est ce Est-ce qu'ont que toujours tu la fait les prends ou est-ce que tu la communistes. prends pas? C'est ce qu'on ne veut pas casser, nous. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas ce que vous faites avec Mélenchon. Mais va pas dans le sens. Je comprends pas ce que vous faites avec Mélenchon. Et Mélenchon, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas ce que vous faites avec Mélenchon. Mais on n'est pas avec Mélenchon. Bah, Denis c'est Durand, bien. qui est ici, a écrit C'est bien. un article. C'est bien, tu me Le rassures. problème de Mélenchon, c'est le programme. Je voulais être rassuré. Donc je suis venu pour quelque chose. Et les communistes au 38e congrès Je reste- ont voté pour être présents avec leur originalité à la présidentielle. Tu me On n'est rassures. pas sur ce You make débat-là, my par day. contre. You make my day. On est sur un débat économique Mais sur la ni crise. avec Hollande, ni avec Mélenchon. Mais notre originalité, on peut. Bon, cette gardez question votre de l'argent, originalité. des conditions, de comment font les entreprises, ça Peut-être peut créer une nouvelle démocratie. Peut-être il nous reste plus que 10 minutes et qu'on doit rendre l'antenne comprend parce qu'on est dans une fête de l'UMA autrement, donc doit vraiment rendre l'antenne dans 10 minutes. Peut-être une dernière question, mais qui colle un petit peu. On nous parle beaucoup de relocalisation, de revenir en fait sur une industrie forte puisqu'elle est structurante pour toutes les économies. On a besoin de construire. J'ai 2 questions là-dessus. Déjà, est-ce que c'est possible? Parce qu'on a tellement désindustrialisé que la question se pose quand on n'a pas les filiales, quand on n'a pas les formations. Donc déjà, est-ce que c'est possible? Comment on fait quand il y a des trous dans la filière pour recréer des choses? Mais surtout, comment on remet des usines dans les lieux de vie
alors que les citoyens aujourd'hui ont un sentiment que les usines sont sales, mauvaises pour l'environnement, et comme vous l'avez dit, souvent, socialement, environnementalement, les entreprises ne jouent pas le jeu du tout. Voilà. Donc ça, c'est une vraie question, c'est comment on réindustrialise le pays, sachant que quand même, on a parlé d'éducation, on a parlé de formation, mais l'industrie aussi, c'est quelque chose de primordial. Ça, c'est un problème difficile. Alors, tu mentionnais la Banque publique d'investissement, c'est un levier. On a des leviers qui existent, qu'on peut utiliser. Je pense qu'il faudrait qu'on développe des DARPA françaises. Tu vois, l'équivalent de ce qu'avaient fait les Américains pour pas de bonnes raisons, c'était pour la guerre froide, mais ça a été très important, les agences de recherche, parce que c'est un mélange de top-down et de bottom-up. C'est-à-dire que le gouvernement met des moyens, et puis il y a des équipes qui se forment, et les équipes ont tant de temps pour arriver à réaliser des innovations de rupture, tu vois. Mais le type ne reste pas là pour tout le temps, et ça développe plein de choses. Voilà. C'est bien parce que ça mélange de quelque chose qui vient d'en haut et quelque chose qui vient un peu d'en bas. Il peut y avoir d'autres instruments. Mais l'idée, c'est que je ne pense pas que c'est simplement en fermant ailleurs et en les ramenant ici. Je pense que ça sera beaucoup en investissant chez nous vers de nouvelles entreprises, de nouvelles activités, et en incitant à ces nouvelles activités, et en créant toutes les conditions pour que se crée de nouvelles activités. Il faut l'éducation, il faut la formation, il faut des gens qualifiés pour pouvoir le faire. Il faut investir dans l'innovation et la recherche, comme on ne l'a pas fait. On a sous-investi en recherche et innovation. C'est ces investissements-là qui sont très importants. Mais faire vraiment de la politique industrielle, mais qui ne soit pas comme on la faisait dans les années 60, uniquement d'en haut en bas. Il faut de l'en haut en bas. Je crois que c'est très important. Mais il faut aussi le mélange du en haut en bas et du en bas en haut. Alors, Mathieu Plane, vous avez en plus une expérience auprès d'Anne Montebourg quand vous étiez son conseiller au ministère du redressement productif. Donc, est-ce que c'est possible de réindustrialiser aujourd'hui ? Je pense qu'on a une occasion incroyable quelque part avec cette crise. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une prise de conscience et que finalement on se rend compte à quel point c'est important d'avoir une industrie solide dans certains secteurs. On pense bien sûr notamment à la question de la santé. On voit sur des histoires paraissent assez bêtes, comme les masques, la production de masques, les respirateurs. Donc il faut déjà que l'État définisse une liste d'actifs stratégiques dans lesquels on doit produire. Et ce n'est pas qu'une question de rentabilité, c'est une question d'investissement, de sécurisation par rapport à des chocs qu'on peut avoir, qui soient des chocs, même des guerres par exemple. On achète effectivement régulièrement, on renouvelle le matériel militaire en cas de guerre, on ne s'en sert pas à chaque fois. Donc il y a toutes des filières effectivement qu'on doit considérer comme stratégiques. Ça c'est un premier point. Et ça l'État aujourd'hui ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un laisser-faire. Et donc il faut repenser tout ça. Deuxième levier, moi qui me semble essentiel, c'est la commande publique. Voilà. La commande publique et fait vivre les territoires. Hein. La commande publique, donc il faut réfléchir à la commande publique. Quels sont les critères qui permettent de dire, en fait, on va peut-être donner la priorité à une PME made in France plutôt que d'aller prendre à l'autre bout de la planète pour des raisons, en fait, juste, si vous mettez dans les critères des histoires de distance géographique, ça peut rentrer. Donc il y a une réflexion, la commande publique est un levier important là-dessus. Et puis, effectivement, il y a toute la réflexion qu'on doit avoir sur la politique industrielle, quels sont les moyens qui vont être mis. Alors, ça va être compliqué parce que c'est vrai que dans la question européenne, vous n'avez pas le droit de subventionner des secteurs à la base. Donc, il y a la question des aides d'État, jusqu'où vous allez pour aider des relocalisations. Il y a quand même une question qui est essentielle, c'est d'avoir un protectionnisme intelligent. Et c'est vrai que, par exemple, une taxe carbone, aujourd'hui aux frontières européennes, pour éviter justement qu'on aille importer des produits qu'on pourrait fabriquer proches de chez nous, effectivement, permettrait de, ce qu'on dit, c'est en tout cas corriger les externalités. Par exemple, et donc, effectivement, vous rétablissez un prix au carbone qui serait meilleur, et donc vous devenez plus compétitif en produisant chez vous. Donc, il y a tous ces choses-là. On a plein de leviers, quoi, pour faire on a quand même des leviers. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut vraiment avoir une politique qui soit extrêmement courageuse aussi sur un certain nombre de points et avoir une vision. En fait, le problème, c'est avoir une vision et une orientation stratégique là-dessus. Mais il y a certainement des choses à faire. En tout cas, je trouve que les réflexions aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a encore 2 ans. Et partout en Europe. Alors, c'est là où ça va être compliqué. C'est qu'on n'est pas les seuls à penser à ça. C'est que tous les pays disent on va relocaliser notre production. Donc, mais c'est pour ça que moi j'étais en faveur de DARPA européenne aussi. Voilà. Tu vois, je pense qu'elle ne soit pas uniquement française. Il y a des secteurs par contre qui sont au niveau européen également. On le voit par exemple sur la question des batteries, effectivement, le critère géographique c'est plutôt l'Europe. On le voit sur l'hydrogène, sur des choses comme ça. Donc il y a aussi, si on croit à l'Europe en tout cas, la politique industrielle, donc
Bien sûr, il faut privilégier le Made in France, il y a de la commande publique, mais par contre, sur des grands projets, il faut penser aussi au niveau européen. Et l'Europe a peut-être une occasion de répondre à cette... Je trouve que jusqu'à présent, elle a subi la mondialisation et n'a pas été proactive là-dessus. Et donc, je pense qu'il y a une forme de... Cette crise donne cette... En tout cas, révèle les dysfonctionnements qu'on a pu connaître. Alors, Frédéric, une politique industrielle radicale ou Alors, il faut une nouvelle industrialisation, c'est absolument nécessaire. Et tu as parlé de la santé, mais on pourrait parler de l'énergie. Bien sûr. Santé, En fait, énergie, numérique. Tous les Bien domaines. sûr, bien sûr. Alcatel, enfin Nokia, avec le problème de la 5G, pression d'emploi à Lannion, etc. Automobile tout autre, transport tout autre, ferroviaire, etc. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Pas seulement parce qu'on ne voulait pas industrialiser. C'est qu'il y avait deux choses. Un, on laissait faire, on mettait de l'argent, et vous en faites ce que vous voulez. Donc délocalisation. Toute la politique, que ce soit le CICE ou la BCE, c'est sans condition. Donc le profit, donc délocalisation. Donc il faut en autrement. Et deuxièmement, baisse de coût du travail. Et d'ailleurs, Castex, il nous dit, on va faire délocalisation, on va faire relocalisation si vous acceptez de baisser le coût du travail. Donc il faut voir qu'il faut s'opposer à des idées dominantes, héritées très fortes, comme le faisait Kelsier, et donc travailler là-dessus. Parce que on va faire des dépenses autres. Parce que si on veut développer l'industrie, il faut des dépenses. Donc il faut les financer. Et ça ne peut pas être seulement à l'ancienne avec des taxes. Ça ne peut pas. Donc il y a un problème de banque d'avance. Parce que c'est quoi les banques? J'avance avant de produire et je dois me refaire sur la production si on produit. Et donc il faut mettre une toute autre démocratie pour pousser à cette production. Mais donc ça ne peut pas être dominé par la valorisation financière et le taux de profit. Donc on doit. Et c'est ça la radicalité. Arrêtez de dire, comme je ne veux pas changer tout le système, j'écoute rien de ce qui est radical chez un communiste marxiste parce qu'il est à la fête de l'humain. Au contraire, c'est beaucoup plus radical que de dire, je vais faire le grand soir. Oui, mais donc c'est pas le grand soir. Si on met des critères très profonds tout de suite, on met du capital, combien de valeur ajoutée? Pas seulement combien de profit. Combien d'emplois? Combien d'emplois sécurisés? C'est là-dedans qu'on va entrer. Donc, banque et banque publique d'investissement. Il faut des pouvoirs des travailleurs, pas d'en haut ou d'en bas. Et en bas, c'est les petits patrons, c'est aussi les travailleurs. Et dernière chose, les partages. Parce qu'en Europe, c'est concurrence ou très grand champion européen qu'on va nous faire maintenant en changeant les règles. Mais par exemple, Alstom-Siemens, Alstom fait le TGV. Siemens fait aussi le transport. Il y avait une fusion qui était envisagée. Dépenses en capital financier, on dépense 2 à 3 milliards. Donc on est tout nu. Et en plus, comme on met une valorisation plus forte, il va falloir payer les dividendes à ces investisseurs. Au contraire, accord de coopération entre les entreprises, avec un coût si l'accord se défait. Coopération avec les services publics ferroviaires. Et on développe un nouveau système. C'est le train hydrogène, par exemple, qu'a fait Alstom. Or là, ce que dit l'Union européenne, c'est puisque vous fusionnez avec Bombardier, vous devez vendre le train hydrogène. La folie. Non, mais moi j'étais opposé à ça. Mais même aujourd'hui, sur la très fusion, bien. Même c'était un raisonnement économique faux Très bien, qui a très conduit bien. à la fusion. Donc, qui a conduit à empêcher la fusion. Une autre logique, ça veut dire baisser le coût du capital et pas celui du travail, une nouvelle démocratie dans les territoires et des instruments financiers, bancaires, etc. Notamment bancaires, avec au cœur combien on développe l'emploi. Le dernier point, c'est les institutions de la mondialisation. Si on veut pousser la coopération, est-ce qu'il n'y a pas une question d'autres types de traités? Plutôt que des traités qui ont pour but de développer à tout prix les échanges et l'investissement en contenu, des traités qui ont pour but le développement en commun des biens communs, donc de l'emploi, de la santé, Oui, mais et tu de dois t'insérer l'environnement. sur le monde comme il est. Tu ne Mais- peux pas mais- dire simplement, moi mais- j'oublie le monde comme il est, je vais vous proposer un autre monde. Ok, Comment tu laisse-moi changes développer, j'ai peut-être tort, laisse-moi dire mes t'as- bêtises. Non, mais on Attends, dit des laisse-moi- bêtises là. Alors, On a 30 secondes. alors. L'Europe ou la France, ce n'est pas rien dans le monde. Si nous disons on va co-développer ensemble et on va investir si ça développe l'emploi des deux côtés, si ça développe la santé et l'écologie des deux côtés, on va trouver du monde, on va avancer. Et c'est ça le message que l'Europe peut avancer très fortement et la France en Europe. Alors, Frédéric, Des nouveaux traités. Frédéric, là, on Non, doit de rendre maîtrise des l'antenne, échanges. donc je te coupe C'était la- radicalement. Et ma je conclusion. veux remercier l'ensemble de nos participants, en tout cas pour ce débat passionnant et passionné. Et puis, je vous laisse avec la suite du programme. Bonne journée et bonne fête de l'humanité autrement.